Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble, je suis ravie de vous accueillir ce soir. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Dans le cadre de la 5e édition de la remise du prix international Henri Lafontaine, attribué cette année à l'école indépendante Ahazaza au Rwanda. Nous reviendrons ce soir sur cette fondation créée en 2011 en la mémoire d'Henri Lafontaine, qui a pour vocation la transmission et l'actualisation des valeurs qu'il défendait en faveur de la connaissance universelle du droit international et de la démocratie. Et pour parler de tout cela avec moi ce soir, je suis ravie de recevoir Madame Faouzia Jarfi. Bonsoir, Madame Jarfi. Bonsoir. Vous êtes professeure à l'Université de Tunis, membre de l'Académie tunisienne des lettres, des sciences et des arts, secrétaire d'État à l'enseignement supérieur dans le gouvernement provisoire mis en place après la révolution tunisienne. Ravie de vous recevoir. Merci. Et à nos côtés également, nous avons Daniel Sotio. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. Vous êtes président de la Fondation Henri Lafontaine. Cette année donc, Daniel, vous avez octroyé ce prix à l'école, à l'ONG Ahazaza. La directrice de l'école indépendante, Raina Louf, était là pour recevoir ce prix. Revenons d'abord au commencement, en quelques mots. Qui était cet avocat, issu de la bourgeoisie et spécialisé dans le droit international, Henri Lafontaine? Ah voilà, c'est un avocat, mais c'est surtout donc un juriste qui va d'emblée considérer qu'il y a moyen d'organiser le monde autrement et de régler les problèmes de conflit par le droit. Et donc ça va être le moteur de sa vie, c'est se dire qu'on peut penser le monde et qu'on peut résoudre les conflits par le dialogue juridique, par l'arbitrage, et mettre en place ainsi des institutions au niveau supranational qui règlent les conflits. Et toute sa vie va être consacrée à ça. Et le deuxième fer au feu pour arriver à cette pacification internationale, c'est la mise en place de la diffusion de la connaissance. Il est persuadé, c'est un utopiste absolu de ce côté-là, que la diffusion de la connaissance va permettre à chacun de mieux connaître l'autre, les problèmes de l'autre, les questions qui se posent, et donc ça va pacifier aussi quelque part le monde. Et ces deux logiques, la logique du droit et la logique de la diffusion de la connaissance, c'est toute l'œuvre d'Henri Lafontaine, puisque dans chacun des cénacles où il va travailler, que ce soit au niveau parlementaire, puisqu'il sera sénateur pendant une quarantaine d'années, que ce soit au niveau des différentes institutions qu'il va mettre en place. Il a créé le Parti ouvrier belge, notamment. Oui, il était membre du POB assez vite, mais encore le début de sa vie politique, il est à la fois, parce que c'est un bourgeois libéral de la région bruxelloise, et il sera membre du Parti libéral, il sera engagé comme compagnon de route du Parti libéral, tout en soutenant le POB. C'est ce virage que beaucoup d'intellectuels bruxellois libéraux éclairés feront à l'époque. Et effectivement, il rencontrera assez vite Emile van der Velde, et par la rencontre avec Emile van der Velde, il deviendra membre du POB, et dont il deviendra sénateur, je disais, pendant une quarantaine d'années. Donc dans ces différents cercles d'activités politiques, philosophiques, en étant aussi un acteur en franc-maçonnerie important, puisqu'il utilisera la franc-maçonnerie pour diffuser ses idées de pacifisme d'une part et d'égalité entre les hommes et les femmes. Il prônera la mixité, grâce aussi d'ailleurs à l'action de sa sœur, Léonie Lafontaine, qui est une des fondatrices des mouvements féministes en Belgique. Voilà, donc on a toute une série d'actions qu'il fait, mais qui vont toujours dans cette même direction. Alors, sa vie est rythmée par des grandes rencontres. Et ces grandes rencontres vont l'amener à rentrer dans ces différents combats. Je viens de citer sa sœur pour le féminisme. Il y a l'avocat couvreur pour le côté droit international. Il y a aussi Emile van der Velde pour le combat socialiste. Et tout ça va aboutir
à un certain nombre de réalisations concrètes. Parmi ces réalisations concrètes, une que l'on connaît le plus, c'est sans doute le Mondaneum, qui existe toujours aujourd'hui, qui a été récupéré après des années d'errance à Mons, et qui était la concrétisation de son idée de la connaissance, puisque le Mondaneum devait rassembler l'ensemble de la production intellectuelle, et même plus que la production intellectuelle, ces personnes, parce qu'il y a toute une équipe qui se met autour, et il crée le Mondaneum avec Paul Hotelet, ces personnes rassemblent absolument tout, du ticket de tram à la fiche qui est collée en rue. Ce ne sont pas que des livres. Gardé. Tout est écrit, toute trace écrit. de toute trace en disant il faut que cette trace soit à la disposition pour comprendre le monde. Et ça devait aller plus loin, puisqu'il avait même projeté de créer une cité internationale, une cité idéale. Il y a des plans qui existent, qui ont été concoctés par lui et Paul Hotelet, avec Le Corbusier, pour créer cette grande société. Un visionnaire, vraiment dans tout domaine. Un utopiste dans tous les domaines, mais basé... Pas un utopiste pour l'utopie, c'est un utopiste pour une réalité concrète, c'est créer une société de paix, de fraternité, d'universalité, où les hommes et les femmes vivent égalitairement ensemble et heureux. Il projette aussi, il anticipe le projet Nations Unies. Il anticipe. C'est un des fondateurs incontestablement de l'idée du multilatéralisme. Alors si on prend rapidement 2 mots d'histoire, donc il est très actif dans les mouvements pacifistes de la début du XXe siècle jusqu'à la guerre, 14-18. C'est pour ça d'ailleurs qu'il recevra le prix Nobel de la paix. Voilà, j'allais le dire, attention, grande parenthèse, on ignore qu'un Belge a reçu le prix Nobel de la paix en 1913, Henri Lafontaine. Oui, c'est pas le seul d'ailleurs, hein. Il y a quand même 4 Belges qui ont reçu le prix Nobel de la paix. Henri Lafontaine est le 3e, si on veut, à le recevoir. Mais bon, en tout cas, il le reçoit en 1913. Il le reçoit pour l'ensemble de son action militante en faveur de la paix dans tous ces cercles que nous évoquions rapidement tout à l'heure. Ce prix Nobel de la paix qui récompense quelqu'un qui œuvre dans cette direction, 14-18 arrive. 14-18, c'est le drame absolu, parce que c'est l'échec des pacifistes, en quelque sorte. Alors La Fontaine partira à ce moment-là à Londres et puis aux États-Unis, et il terminera la rédaction d'un ouvrage qui est son œuvre majeure, qui s'appelle la Maxima Charta, la grande solution, et qui est donc un projet de réorganisation du monde, on peut dire que c'est un projet global, basé sur... De nouveau, cette idée de droit, la mise en place d'un certain nombre de mécanismes, de conventions, d'institutions juridiques. Et donc, cette idée, cet ensemble qui est dans la Maxima Charta, va se traduire, va être une des sources d'inspiration. Ça serait erroné de dire évidemment que c'est l'unique source d'inspiration, mais va être une des sources d'inspiration qui va amener le président américain Wilson à l'époque à proposer à la fin de la guerre de créer, dans son fameux plan en 20 points, de créer la Société des Nations, la SDN. Et c'est vrai que la SDN, qui est la première grande institution, pas tout à fait la première grande institution, parce que la première grande institution multilatérale, c'est l'organisation du travail, qui précède l'organisation de la SDN. Mais donc la SDN est créée, qui est donc le premier ensemble multilatéral qui doit rassembler tous les États pour justement travailler à cette pacification du monde. La SDN va aboutir, après la guerre 40-45, à une nouvelle organisation qui est l'Organisation des Nations Unies. Donc, effectivement, on voit l'affiliation entre une personne, La Fontaine, et l'ONU d'aujourd'hui. Mais fondamentalement, le projet de La Fontaine n'est pas celui de la SDN et n'est pas celui de l'ONU. Pour La Fontaine, ces organisations doivent être basées sur une analyse objective des situations qui doivent aboutir à des jugements par des professionnels du droit qui vont donc prendre fait et cause, et ils détaillent ça très très précisément sur les cours d'analyse, les cours d'appel, la manière dont les procureurs doivent travailler pour juger la cause. Et évidemment, ce qui se met en place avec la Société des Nations,
c'est tout à fait autre chose. C'est un ensemble politique et diplomatique. Et quand on lit le discours de La Fontaine en 1920, parce qu'il faut dire qu'entre-temps, quand la SDN est créée, La Fontaine a repris ses fonctions de sénateur et il est délégué par la Belgique comme représentant de la Belgique aux premières et deuxièmes Assemblée générale de la SDN. Et donc il pénètre dans l'hémicycle palais de Genève, qu'on connaît bien, qui existe toujours aujourd'hui, où se réunit notamment le Conseil des droits de l'homme, et il fait un discours où il dit, voilà, à la fois je suis extrêmement heureux parce que ce que je vois ici est l'aboutissement du rêve des pacifistes, mais j'ai peur. Et il le dit très clairement, j'ai peur que l'organisation qui se met en place nous s'enlise dans des débats politiques, des marchandages politiques et des débats vains entre diplomates. Donc il sait très bien qu'il y a dans la création de la SDN un certain nombre d'erreurs qui ont été commises dans la conception même. Et une des erreurs, c'est celle-là. L'autre erreur, pour lui, qui va rendre caduque assez rapidement la SDN, l'autre erreur, c'est qu'elle n'est pas dotée de moyens pour faire appliquer les décisions qui seront prises. Et en plus, il n'y a pas obligation de traiter l'ensemble des problèmes. Donc, les États qui ne soumettent pas les cas de conflit qui nécessiterait une intervention et un jugement ou un arbitrage, forcément, la SDN ne s'en saisit pas. Et on sait très bien qu'elle va devenir assez inopérante assez vite. Et quand il y aura la montée des fascismes en Italie et en Allemagne, surtout après, on voit bien qu'elle se taira dans toutes les langues. L'Allemagne se retirera de la SDN et ça sera de facto la fin de cette expérience-là qui sera donc corrigée en grande partie lors de la création de l'ONU, mais qui reste quand même toujours un jeu entre États, avec les compromis que les États doivent faire et peuvent faire, et un jeu entre diplomates qui sont les acteurs de ces États pour facilement enterrer un certain nombre de dossiers quand c'est nécessaire, on le sait bien, d'autant plus que l'ONU, avec les 5 membres du Conseil permanent qui ont droit de veto, a effectivement là un mécanisme qui peut bloquer à tout moment la résolution des conflits. Alors aujourd'hui, la Fondation La Fontaine, je l'ai dit, a pour vocation l'actualisation de ses valeurs d'Henri La Fontaine, connaissance universelle, droit international et démocratie. Donc chaque année, vous rendez un prix et vous mettez à l'honneur un président, une présidente. Cette année, j'avais envie que vous nous présentiez la présidente 2021, Madame le professeur Charfi. Pourquoi avoir choisi Fawzia? Qu'est-ce qui, dans l'esprit d'Henri La Fontaine, transpirait chez Madame Charfi? La Fontaine, on l'a dit, c'est l'humanisme, c'est le combat pour la paix, c'est le combat pour l'universalisme, c'est le combat pour les droits de l'homme. Qui d'autre que Fawzia Charfi serait mieux indiqué qu'elle pour tout ça? Fawzia, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a un certain nombre d'années, en Tunisie, incarne parfaitement ce combat pour la liberté, incarne parfaitement ce combat pour les droits humains, les droits de l'homme, incarne parfaitement cette volonté de créer des sociétés plus égalitaires, plus justes et plus fraternelles. Et donc, effectivement, après d'autres présidents prestigieux, je voudrais rappeler et citer Stéphane Hessel, qui fut notre premier président, puis nous avons eu Antoinette Spaak pour le 2e prix en 2014, puis nous avons eu Amin Malouf, nous avons eu Mokhtar Trifi, un autre infatigable défenseur des droits humains. Et puis, cette année-ci, j'ai proposé à Fawzia, qui n'a pas hésité longtemps, je crois que son mail de retour a été assez rapide, et j'en suis mais vraiment extrêmement heureux, parce que en plus de toutes les qualités que je lui donne et qui sont les siennes en matière scientifique et en matière de réflexion, il y a une actualité opportune pour nous aujourd'hui, c'est qu'elle sort un nouvel ouvrage sur les questions du rapport l'islam et la science, entre les religions, l'islam et la science. Et donc ça faisait un choix
encore plus évident puisqu'il y avait cette actualité-là. Et je ne peux en être que très, très heureux. Fawzia Jarfi, après cet éloge de Daniel Sotio, mais c'est toujours agréable, prenez-le, prenons-le. Hein. Vous êtes donc, on l'a dit, professeur à l'Université de Tunis. Vous êtes physicienne de formation. Pourquoi avoir accepté cette présidence avant évidemment d'entamer la question qui vous intéresse au plus haut point, ce rapport entre l'islam et les sciences? Pourquoi avoir accepté et avoir dit tout de suite d'emblée oui au prix La Fontaine et à Daniel Sotio? Bon, d'abord, j'ai dit oui à Daniel Sotio, que j'ai connu en Tunisie il y a un certain nombre d'années, avec qui je partage ces valeurs de liberté. Et puis cet intérêt pour la culture aussi, la culture qui nous réunit, la culture des pays du Maghreb, hein, puisque nous nous sommes retrouvés aussi au Maroc, à Tanger, dans le cadre d'un salon du livre. Et le prix Henri Lafontaine, cette année, c'est l'humanisme engagé. Et ça, je crois que c'est mon combat de toujours. Voilà. Vous avez publié plusieurs ouvrages, on en cite quelques-uns, La science voilée en 2013, Sacrée question en 2017, La science en pays d'islam en 2020, et ce dernier, L'islam et la science, qui vient de paraître aux éditions Odile Jacob, là maintenant, en septembre 2021. Pourquoi à nouveau revenir, je dirais, j'ai envie de dire, entre ce rapport de force entre l'islam et la science? Est-ce que vous n'en aviez pas déjà fait le tour? Est-ce qu'il y a encore des choses à dire, et de plus en plus? Parce que la science, on le voit dans les pays arabes, fait défaut, en tout cas est cachée, voilée, masquée. Alors, pourquoi revenir? Si vous voulez, le déclencheur, d'abord la science m'a toujours intéressée. Elle est présente dans les 3 ouvrages, tous publiés chez Odile Jacob, j'insiste, parce que Odile Jacob, c'est aussi la promotion de la science et des écrivains engagés. Mais je vais dire que mon point de départ, ça a été ce qui m'a encouragée à terminer vite aussi ce livre, c'est l'assassinat de Samuel Paty, il y a bientôt 1 an. Et c'est ça qui me révolte, si vous voulez, cette... tuer, assassiner des enseignants, des écrivains, ce fut le cas les années noires d'Algérie, uniquement pour leur interdire de porter leur voix, des voix libres. Et donc c'est dans ce sens que j'ai écrit L'islam et la science. C'est un peu à ma manière une sorte de plaidoyer pour les libertés d'expression. C'est un plaidoyer pour la culture, c'est un plaidoyer pour la transmission du savoir scientifique. Et c'est ça que j'ai repris donc les premiers temps, les premiers siècles dans les pays d'islam, lorsque la science était vraiment devant la scène. C'était l'âge d'or de la science arabe, mathématique. Alors, la science arabe, c'est la science écrite en langue arabe. Et là, le cœur de l'Empire à l'époque abbasside, donc qui a vraiment encouragé ces traductions des textes anciens. Bagdad, c'est le cœur de ces régions tellement riches sur le plan de l'histoire, où l'arabe était devenu une langue scientifique. Donc l'arabe à l'époque était la langue internationale de la science, on va dire de l'Inde jusqu'à l'Andalousie. Et ce que j'ai voulu mettre en avant dans cet ouvrage, c'est que cette volonté du pouvoir abbasside de favoriser les traductions, etc., était une volonté d'installer un pouvoir sur la culture. Bagdad c'était une société multiculturelle à l'époque, et donc il fallait sortir pour moi et montrer qu'il n'y a pas d'explication essentialiste liée à l'islam en tant que religion. La science qui s'est faite pendant des siècles, 8e, 9e, 10e siècle, c'est la science universelle. Et ça, pour moi, c'est fondamental d'expliquer ça aujourd'hui à nos enfants. Mais c'est aussi très important pour que nos jeunes, qu'ils soient de pays d'islam ou d'ailleurs, revisitent
l'histoire de la science de manière continue. Voilà, comme un héritage universel, vous dites. Oui, universel, mais bon, il y a eu la science hellénique et la science grecque, et puis ensuite la Renaissance, mais en fait, la science arabe, elle a poursuivi dans les avancées scientifiques, dans tous les domaines, et par la suite, ces écrits arabes ont été traduits en latin et sont passés dans l'Europe chrétienne. Donc c'est aussi cette continuité de l'histoire des sciences que j'ai voulu remettre en avant, et j'ai voulu mettre à l'honneur comme ça quelques grands savants dans tous les domaines, que ce soit l'étude de la nature, l'histoire, l'anthropologie, vous voyez, l'astronomie. Donc ça, pour moi, c'était important de revenir sur le fond. Voilà. Et puis vous osez dire aussi que l'islam traditionnel, officiel, est exactement le même finalement que celui des intégristes, car il est opposé à la séparation du politique et du religieux, à la liberté individuelle, qu'il y a vraiment une différence de comportement évidemment, mais pas d'analyse et de théorie, et que donc, ce faisant, en Turquie par exemple, on retire des cours, des cours pour les jeunes enfants et même les plus âgés, qui font ingénieurs, ou le cours de biologie, le darwinisme, l'évolution, tout ça vraiment est couvert, qu'on met un couvercle sur tout cela, ça va faire quel genre de génération, tous ces jeunes-là? Quel genre de génération? Bon, certains sans cours de réagissent, bio, vous voyez. Bon, et ils s'informent de leur côté, j'imagine. C'est ça, s'informent de leur côté. Vous voyez bien qu'en Turquie, malheureusement, il y a des écrivains, il y a des intellectuels, des universitaires qui sont poursuivis. Qui ont beaucoup de courage. Voilà, et de manière très courageuse. Mais c'est vrai aussi, et ça, je le dis déjà dans La Science voilée, que voilà, le premier objectif des obscurantistes, c'est de formater les enfants. Et c'est ça qui est grave, c'est que l'école est toujours la cible des obscurantistes. Et on le voit là, en Turquie dernièrement, donc il y a 2 ans, on a retiré l'enseignement de la théorie de Darwin des lycées sous prétexte que c'était une théorie trop compliquée pour les jeunes têtes. Voilà. Chez nous, en 89, on a eu une réforme très audacieuse où on a introduit la théorie de Darwin dans toutes les sections. En 2002, Ben Ali considère qu'il faut faire quelques cadeaux aux islamistes, et puis il faut effacer aussi un peu la réforme Charfi, la réforme non-Marie, et donc on supprime la théorie de Darwin des sections mathématiques qui sont les futurs ingénieurs du pays. Donc vous voyez, quand vous dites effectivement, c'est ces jeunes, exactement, ces jeunes qui vont avoir finalement une formation tronquée, qui leur manque toute cette ouverture d'esprit, et toute cette science moderne en fait. Vous dites aussi qu'il y a vraiment un fossé entre les pays de l'islam et les pays d'Europe à cause de la conception de ces sciences. Et ce fossé ne va faire que se creuser alors. Alors, aujourd'hui, quand même, bon, on a des laboratoires de recherche. Moi, j'ai enseigné à l'université, mais c'est vrai qu'il est difficile pour moi aujourd'hui de dire est-ce que nous avons réussi? Est-ce que c'est pas un constat d'échec? Non, c'est pas un constat d'échec. Bien sûr, c'est pas un constat d'échec, mais il y a quand même une crise intellectuelle dans nos pays, parce que là, si on voit ces dernières années, c'est quand même un retour à l'obscurantisme. Vous expliquez la thèse d'une jeune femme la thèse de sur cette la Terre jeune, immobile. Sur la Terre fixe, qui a tenté, donc une jeune étudiante qui a tenté de soutenir une thèse sur la Terre fixe à l'université de Sfax, mais la commission des thèses a quand même refusé, je dis quand même, mais au bout d'un long moment de réflexion. Et c'est vrai qu'à l'échelle de la planète, il y a beaucoup de mouvements anti-science. Oui. Mais là, il ne s'agit pas de l'espace des réseaux sociaux, il s'agit de l'université. Oui, une thèse, donc c'est doctorat. L'université qu'il faut préserver. C'est pour cela que aussi j'écris ce livre, parce que ce soit dans nos universités ou même en Europe, bon, il y a eu des enquêtes d'un collègue de l'ULB, Wolf, qui constate que les élèves qui a fait une enquête auprès des élèves des lycées francophones, et qui constate que malheureusement un grand nombre d'élèves de culture musulmane ont
ne veulent pas d'une conception sécularisée de la science. Et c'est ça la clé. On ne peut pas être scientifique si on n'admet pas, si on n'intègre pas cette séparation de la science et du religieux. Alors vous dégagez, c'est tout à fait étonnant, 3 conceptions de la science dans la plupart des pays d'islam. La science compatible avec l'islam, la science dévoyée et la science utile. Oui. C'est quoi la science utile, par exemple ? Eh bien, la science utile, c'est ce qui est resté au moment où les pays d'islam se sont fermés, donc 11e siècle, les Seldjoukides arrivent à Bagdad, ils imposent un sunnisme orthodoxe, éliminant toute autre vision éclairée de la religion. Et en fait, on ferme les anciennes institutions qui transmettaient le savoir scientifique et on réduit la science à ses aspects utiles. Bon, pour l'astronomie, c'est le calendrier, les heures de prière, etc. Et pour la médecine, c'est l'hôpital. Et donc, vous voyez que cette science qui permet à chacun de nous interroger sur le monde, de chercher les lois de la nature, en fait. C'est ça qui est remis en cause parce que la notion même de loi de la nature gêne l'orthodoxie parce que Dieu est souverain, c'est le créateur et ordonnateur du monde. Donc, les lois de la nature ne pourraient pas laisser cette nature évoluer sans son créateur, en quelque sorte. Donc, cette conception de l'orthodoxie sunnite, cette conception acharite, s'est imposée à partir du XIe siècle et c'est elle qui a tué, en quelque sorte, l'esprit scientifique qui régnait un peu partout et la liberté de faire de la science. Vous dites aussi que le danger pour la jeunesse tunisienne et les autres, jeunesse séduite par les réseaux sociaux, ce sont ces miracles scientifiques du Coran qui sont beaucoup partagés sur les réseaux. C'est quoi ces miracles scientifiques ? Oui, alors les miracles scientifiques du Coran, c'est la version moderne du concordisme musulman qui consiste à dire que toute la science existe dans le texte coranique. Donc ça a commencé, ce concordisme a commencé timidement au début du XXe siècle, puis à la fin du XXe siècle a pris énormément d'importance sur les réseaux sociaux où on va présenter donc toute la science, le Big Bang, la physique nucléaire, la conquête spatiale, à travers des versets coraniques qui sont supposés avoir déjà prédit l'invention de la fusée l'invention de la fusée, des balades d'Elon Musk, les particules élémentaires, les trous noirs, etc. Donc, et en fait, ça n'a absolument rien de religieux. Moi, je répète souvent que c'est un dévoiement de la science, mais c'est aussi un dévoiement de la religion. Moi, j'appelle ça une sorte ça n'est pas une exégèse coranique, c'est une coranisation de la science, vous voyez. Et en fait, c'est malheureusement viral parce qu'il suffit de cliquer aujourd'hui science et Coran. Eh bien, on ne va pas avoir quelques versets intéressants sur comment le Coran traite de l'univers, etc. Mais on va avoir ces soi-disant miracles scientifiques du Coran qui ont été dénoncés par de grands esprits en Égypte, en particulier des spécialistes d'exégèse, Emin Khouli, qui expliquent comment ça n'a aucun fondement, ni scientifique, ni de texte, ni littéraire, ni religieux. Et en fait, ça c'était autour des années 1950. D'autres aussi ont condamné ces miracles du Coran, mais aujourd'hui, malheureusement, dans les universités traditionnelles, par exemple, il serait bon de condamner ces miracles du Coran, mais il n'en est rien. Il n'y a pas que sur les réseaux sociaux, comme les théories complotistes, elles se propagent également dans les universités. On arrive déjà au bout de cette émission et c'est passionnant de vous écouter, Fawzia Charfi, Daniel Sotio, merci beaucoup à vous. Mais évidemment, on peut poursuivre la découverte en se procurant le livre de Fawzia Charfi, L'Islam et la science, en finir avec les compromis, chez Odile Jacob, en vente dans toutes les bonnes librairies actuellement. Vous reviendrez nous parler de tout cela et du suivant. Je suis sûre que vous n'avez pas fini de nous apprendre. Merci à vous, Fawzia Charfi. Merci Daniel Sotio d'avoir été avec nous ce soir et merci à vous qui nous écoutez d'avoir choisi de le faire. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité. Bonne soirée à tous.